Vous écoutez Lire du Dire, Fréquence Paris Pluriel 106.3. Lire du Dire, émission littéraire. Lire L''IRE comme colère, mais aussi comme parole qui dénonce et qui rassemble autour de la littérature parce qu'elle est le langage du monde. Alors je reçois aujourd'hui Maï Traoré. Bonjour Maï. Bonjour Carole. Maï, elle est née à Bamako, au Mali. Elle a passé une partie de son enfance en France. Elle y est revenue en 1994 pour suivre des études à la Sorbonne, études de lettres. Elle est aujourd'hui proviseure d'un lycée parisien. Et je l'invite aujourd'hui pour qu'elle évoque avec nous son premier livre, « Je suis noire, mais je ne me plains pas, j'aurais pu être une femme ». Alors, ce livre qui est paru chez Robert Laffont en 2021. Voilà, Maï, tu es la première femme noire africaine à être devenue, puisque tu l'es, proviseure d'un lycée parisien. Et tu racontes le racisme au quotidien dans ton livre et beaucoup d'autres choses, comme on va le voir. Tu dis dans ta présentation, si je témoigne aujourd'hui, c'est notamment, mais pas seulement, pour les jeunes noirs de France, en pensant particulièrement aux filles, pour qui le boulet du patriarcat s'ajoute à celui du racisme insidieux, dans l'espoir qu'ils opposent, comme je l'ai toujours fait, l'humour et l'ambition à toutes les tentatives d'assignation pour que la France accepte enfin la diversité des origines, des genres et des orientations sexuelles comme une somme de talents dont l'épanouissement bénéficie à tous. Ton livre, alors, est-ce que c'est d'abord un témoignage, évidemment ? Oui. Tu l'as écrit dans ton premier chapitre, « On ne naît pas noir ». On le devient, hein, tu fais un clin d'œil à Simone de Beauvoir, évidemment. Absolument. Qui disait « On ne naît pas femme, on le devient », mais ça se double. On va voir que, évidemment, tes origines se doublent d'une autre montagne à gravir du fait que tu étais une femme. Voilà, donc c'est un témoignage, tout d'abord. Pourquoi tu as voulu écrire ce témoignage ? Alors oui, c'est un témoignage, c'est un récit de vie, absolument. Et c'est le sens même de cet ouvrage, de ce livre qui montre vraiment depuis mon enfance, depuis l'âge de mes 7 ans jusqu'à l'âge adulte, et puis jusqu'à aujourd'hui, nos jours. Mais avant de rentrer dans ce témoignage, je voulais vous remercier, Carole. Merci pour l'invitation. Merci pour cette opportunité. Je me sens absolument privilégiée de pouvoir partager là autour de cette fréquence Paris Pluriel une rencontre intimiste, un temps d'échange qui va nous favoriser et j'espère qu'on va pouvoir embarquer avec nous les auditeurs et auditrices. Oui, c'est pour eux qu'on est là, évidemment. Absolument. Donc oui, c'est le sens même de cet ouvrage, c'est un témoignage, un récit de vie. Par-delà la singularité de mon parcours, parce que chaque parcours est bien sûr singulier, je suis convaincue, je suis certaine que l'expérience que j'ai pu décrire et que les récits dont je partage pourra permettre à d'autres de se reconnaître. Et tu évoques beaucoup la société patriarcale malienne et aussi ici en France, le poids des deux étiquettes qui pèse sur les femmes qui sont victimes d'une double censure. Donc elles sont femmes et elles sont ou noires ou maghrébines ou asiatiques. Et tu dis que c'est pour elles que tu as écrit ce récit, évidemment. Est-ce que tu crois au fait que l'exemplarité, que ton exemple est efficace et au pouvoir du témoignage ? Alors oui, je crois fondamentalement et très sincèrement et profondément à la valeur d'exemplarité. J'y crois. Je me suis construite sur ça. Je me suis construite avec les Simone. Ouais. Moi, j'en ai 3 de Simone dans ma vie. Simone de Beauvoir, on l'a cité, Simone Veil. Et les 2 Simone Veil, Veil avec le V, le Veil avec le W, donc la femme politique et la femme philosophe. Et puis bien sûr,
toutes ces autres femmes dont on ne parle pas beaucoup, qui nous environnent, qui participent à nos quotidiens, des femmes aussi de la littérature. La littérature, moi le livre, l'objet livre m'a beaucoup construit. Donc oui, les questions que je me suis posées, je suis convaincue que beaucoup et de nombreuses personnes, femmes ou non femmes, genrées, pas genrées, se les posent. Et d'autres que moi s'interrogent. Et donc je me suis dit à un moment donné que poser là, ce que moi j'ai pu traverser, mes nuits d'insomnie, mes nuits de réflexion, mes moments de questionnement, de jour comme de nuit d'ailleurs, hein, pas que des nuits, mais des moments où je me disais, mais comment faire, comment arriver? Eh bien, à un moment donné, au-delà du questionnement, les mettre, les coucher avec des mots, ça permet aussi de penser certaines plaies et d'avancer. Donc, c'était absolument nécessaire de le faire. Et effectivement, tu parles dans certains passages de ton livre des livres qui t'ont porté. Je me souviens plus des références. Ouais, tu dis que ces livres t'ont porté littéralement, que tu les as lus et relus et que. Et je m'en souviens d'ailleurs parce que le premier dont je parle dans le livre, c'est les livres d'Amadou Hampâté-Bâ qui m'ont construit, mais les livres d'Abdoulaye Sadji, les livres de Senghor, les livres d'Aimé Césaire, etc. Mais aussi Marie Scondé ou d'autres autrices africaines, il y en a très peu, ou de Christiane Taubira, que je lis régulièrement, m'apportent et me construisent. Pour revenir à Amadou Hampâté-Bâ, qui a été à l'origine de cette phrase extrêmement célèbre qu'on devrait afficher dans le fronton de toutes les bibliothèques, hein, je le dis, c'est en Afrique, chaque vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Ben oui. Lorsque Amadou Hampâté-Bâ dit cette phrase, moi je trouve qu'elle est forte de sens. Et donc un de ses ouvrages, il y en a plusieurs, Ankoulel, L'Enfant Peul, mais il y a un de ses ouvrages, un livre que j'ai lu quand j'avais 16 ans, qui s'appelle L'étrange destin de Wangrin. Et à 16 ans, lorsque je lis ce livre, je le relis, eh bien, je m'en souviens encore de ces passages. C'est un roman qui raconte un petit peu comment un commis de l'administration française va arriver à faire un peu une jonction, un parallèle, un grand écart entre une société totalement traditionnelle africaine, donc malienne, et une société occidentale, donc, puisque on est sous l'Afrique occidentale française. On est dans le Mali d'avant, qui était sous l'ancienne colonie française, et l'administration française, c'est elle qui prime, etc. Or, la société malienne, elle est plutôt orale, elle n'est pas écrite. Et lui, il va être le commis qui va transcrire un petit peu ce qui a été dit par les chefs, par les gens. Donc là, je vais me disperser, mais ce livre, je peux en parler des heures. Je peux en parler des heures. Et c'est surtout, c'est un livre puissant, c'est un livre d'une écriture absolument magnifique, de style Amadou Hampâté-Bâ, qui raconte comment, effectivement, on peut ne pas connaître tout d'une société, mais comment on peut s'approprier cette société. Et en même temps, je suis Peul, de l'ethnie Peul, donc une culture Peul, qui demande à avoir une adaptation à toute situation, et surtout lorsqu'on arrive dans une société qu'on ne connaît pas. Ça aussi, ça m'a construit. Mmh. Et justement, on va faire notre première pause. On va écouter Jean-Paul Daoust, J'écris. J'écris pour des autoroutes tachées de paillettes de sang. Sur la ligne blanche, des palimpsestes de morts, les fossés gorgés de squelettes. J'écris, c'est ma façon de rester vivant. Perdu aux touristes dans les catacombes de la page ivoire, j'écris pour les accidentés en tort ou pas. Et ceux qui observent n'ont qu'à bien se tenir, eux sont nex dans l'ambulance. J'écris, si je rafle des prix, tant mieux. J'écris parce que maintenant tu n'es pas là et parce que je m'ennuie. J'écris pour dénoncer des niaiseries. J'écris parce que je suis un enfant de Jocaste. J'écris comme le corps dans un sauna. J'écris parce que tu es là, plus beau que jamais. J'écris pour faire mon show ontologique. J'écris parce que Venise, la chatte blanche à la fourrure célèbre,
me regarde et me fait des yeux verts indescriptibles, mais méchants. J'écris parce que c'est ça ma vie, parce que j'ai été surpris par la vie, parce que ça m'éloigne du téléphone et des conversations stupides. J'écris parce que j'aime le jazz et le rock'n'roll. J'écris parce que je ne regrette rien. Puis après la chanteuse, ça prend bien un gars pour le dire. J'écris parce que je vais quand même mourir. J'écris, tant pis si ça vous dérange, j'écris parce que j'aime ça. J'écris pour guérir les blessures de l'enfance. J'écris pour guérir les blessures de l'âge. J'écris à m'en rendre plus malade. J'écris pour aller ausculter la folie. J'écris pour être avalé par le grand trou noir des mots. J'écris parce qu'ils sont d'une beauté terrible. En rendre cardiaque le temps présent, quand sur un fil tendu comme une ligne, l'écrivain n'a pas toujours la chance de se créer un filet. J'écris à temps plein, non par choix mais par urgence, comme un joueur invétéré, comme un alcoolique, un drogué accroché à l'émotion, au sens, j'écris. Comme si je vivais une histoire d'amour et de haine, sans rien savoir de l'horizon, histoire d'harnacher l'alphabet, pour ceux et celles qui ne le peuvent pas, n'osent pas. J'écris enragé comme un ouragan, furieux comme un volcan, défoncé comme un opiomane, voué à l'éphémère, à l'extase, à l'échec. Je persiste. J'écris avec mon sperme qui neige sur la page, beurré de désespoir intimiste et planétaire. J'écris pour fesser dans le tas. Je n'écris pas pour faire joli, je n'écris pas pour la galerie, je n'écris pas pour plaire, même si j'écris pour être aimé. J'écris et autant n'emporte le poème. J'écris pour ne pas tuer, disait un autre poète qui s'est tué à le faire. J'écris pour décrocher les étoiles, pour faire trembler la terre, pour faire éclater mon miroir où je rugis comme Narcisse. J'écris pour rendre un instant l'ombre lumineuse. J'écris parce que les mots m'écrivent. Fréquence Paris Pluriel 106.3, vous écoutez Lire du Dire, émission littéraire, et je suis avec Maï Traoré. Je la reçois pour son livre « Je suis noire, mais je ne me plains pas, j'aurais pu être une femme ». Alors, Maï, tu évoques, on a évoqué ce témoignage, et au-delà du témoignage, de ton parcours qui t'a mené à être proviseur d'un lycée parisien, tu évoques des micro-agressions. Tu dis dans ton livre « Ma couleur de peau saute aux yeux des gens ». Et tu compares ces micro-agressions au supplice de la goutte d'eau. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, alors c'est l'historien Pape Ndiaye, notre très récent ancien ministre de l'Éducation nationale, mais lorsqu'il prononce ces mots de micro-agression et qu'il compare au supplice de la goutte d'eau, c'était dans ses activités d'historien et d'auteur et de conférencier dont il parlait. Pour moi, il n'y a pas de micro-agression ou de macro-agression. Il y a des agressions quotidiennes qu'on subit tous et toutes. Oui, ma couleur de peau saute aux yeux. Voir que je suis femme, ça se voit, c'est un fait. Voir que je suis noire, ça se voit. Dès que je tourne la tête, dès qu'on m'aperçoit, c'est la première chose qui saute aux yeux. Mais au-delà de ça qui saute aux yeux, est-ce qu'on essaye d'aller au-delà de la couleur, d'essayer de connaître l'autre, plutôt que d'avoir tout de suite les questionnements systématiques et récurrents de « D'où viens-tu ? Pourquoi es-tu là ? Comment se fait-il que tu sois arrivé là ?» La suspicion et surtout, c'est chargé de connotations, de doutes, de savoir qu'on se trouve dans un lieu, dans une sphère où on ne nous attend pas. Et c'est là que le questionnement systématique va venir de « D'où venez-vous ? Qui êtes-vous ?» Si le même questionnement était de manière curieuse, de manière un petit peu plus
de rencontre. C'est-à-dire, pouvez-vous me parler de l'horizon vers lequel vous y allez ou dans lequel vous venez, du coin du monde dans lequel vous venez? Cela engage une conversation de voyage. Ouais. Cela engage une découverte. Mais lorsque la question elle lui est posée comme ça tout de suite, d'où venez-vous, sous-entendu, que faites-vous là, là, elle est souvent chargée de ce doute-là qui m'insupporte et qui pose véritablement la micro-agression d'emblée sans même chercher à connaître et à être curieux. Et on se rend compte que ces questions, elles viennent vraiment qu'à des endroits bien précis. Elles ne viennent pas, comme ça, de manière anodine. Et c'est de là qu'il parlait du supplice de la goutte d'eau, parce qu'on peut le rencontrer partout, et à tout moment, et plusieurs fois dans une même journée. Et c'est insupportable. Mmh. Tu racontes d'ailleurs tes intrusions dans le milieu du quartier latin. Et où tu as voulu participer à des groupes de réflexion, t'insérer dans des micro-sociétés comme ça, et tu constates qu'on te donne pas la parole. Ah oui, c'est une anecdote que j'évoque. Je suis étudiante. Il y avait à l'époque, autour de la Sorbonne, donc on est dans le quartier latin, on est vraiment place de la Sorbonne, rue des Écoles, des cafés dans lesquels, en fin de journée, entre 18h et 20h, et on se réunissait pour faire des cafés littéraires ou des cafés philosophiques, etc. Et à l'époque, il y avait un livre qui était sorti qui s'appelait Le Monde de Sophie, où il y avait un recueil de plusieurs... voilà, il y avait un recueil de plusieurs philosophes qui écrivaient et qui racontaient des histoires, des écrits qui moi, m'avaient à l'époque... Je découvrais, qui m'avaient à l'époque transportée. Et donc, j'ai vu le panneau d'affichage invitant à débattre de ce livre-là. Et comme je venais de le lire, je me suis sentie autorisée à y participer. Eh bien, je n'étais pas la bienvenue, puisque le cercle des poètes s'est petit à petit réduit en peau de chagrin, de telle sorte c'était physique. C'est-à-dire que petit à petit, quand le rond se resserrait autour du centre, ce qui fait que physiquement, la chaise que j'occupais se retrouvait un petit peu décalée. Et là, il n'y a pas besoin de vous dire que vous n'êtes pas la bienvenue. Ça se voit tout de suite, ça se sent même. C'est physique. Tu dis même que lorsque tu fais ta première rentrée à la Sorbonne, tu dis, je te cite, mais je ne suis pas ici en visiteuse de musée, nonobstant le joyau qui m'environne. Je tourne donc mon attention vers tous ces jeunes gens venus de toutes parts qui, comme moi, attendent qu'un appariteur les dirige vers leur salle de cours. En balayant cette petite foule d'un regard circulaire, une autre clarté me frappe. C'est la blancheur de tous ces visages, de presque tous, à laquelle mon lycée ne m'avait pas accoutumée. Et ça veut dire que, est-ce que tu penses que c'est compliqué pour un gamin d'origine malienne ou d'autres origines d'arriver à la Sorbonne? Est-ce que tu penses qu'il y a quand même, je sais pas comment appeler ça, enfin des espèces de castes, pas des classes, mais pas que à la Sorbonne, partout, partout. Oui, je pense que oui, mais le racisme, il se démocratise. Il se démocratise. Et surtout, de plus en plus, derrière des protections, des boucliers que certains se mettent en disant elle n'est pas de notre... comment on appelle ça ? Elle n'est pas de notre apanage, elle n'est pas de notre groupe d'appartenance sociologique, intellectuelle, etc. Et donc, pour y pénétrer, c'est absolument difficile. Et pas que d'aujourd'hui, ça a toujours été le cas. Mais là, quand je dis que le racisme se démocratise, c'est que c'est à ciel ouvert. On a des comportements ouvertement racistes, pénalement répréhensibles. Il existe en fait toutes sortes de catégories d'attitudes qui, de manière plus ou moins sournoise, vous renvoient à votre ethnicité, à votre individualité, et
l'appartenance à un groupe pour y pénétrer, ça devient problématique. Ça peut être des appartenances ethniques à des fins plus ou moins subtiles ou parce que vous ne maîtrisez pas les bons codes. Donc, effectivement, quand un étudiant de nos jours, 2023-24, veut rentrer dans ces sérails-là, c'est encore plus difficile qu'à mon époque, dans les années 90, voilà. Parce que moi, j'arrive en 94, en Sorbonne. C'est difficile à plusieurs titres. D'abord, il y a la barrière de Parcoursup. Il y a eu les recrutements pour pouvoir rentrer dans une étude post-bac avec les barrières qui ont été mises. Il faut avoir candidaté, il faut s'y être pris, il faut comprendre et connaître. Et il y a aussi la barrière dite administrative, institutionnelle, qui est que lorsque vous êtes à l'étranger, selon le pays d'étranger, attention, sur le continent Afrique, ce n'est pas la même chose quand on est Europe ou quand on est Amérique ou ailleurs. Il y a quand même plusieurs filtres qu'il faut passer. Donc, pour revenir sur le continent Afrique, noir, lorsque vous voulez pénétrer, il faut maintenant montrer plus que patte blanche. Il faut avoir des garants, il faut avoir des personnes en caution, il faut justifier de revenus suffisants pour avoir ne serait-ce que au niveau de la préfecture, la carte d'étudiant de séjour administrative qui vous autorise à vous inscrire à une université. Et ça, pour l'avoir vécu, pour l'avoir autour de moi, beaucoup de jeunes étudiants brillants qui ont obtenu leur bac avec mention ou qui ont fait des études et qui veulent faire un deuxième, un troisième cycle en France, c'est compliqué. Il faut avoir une somme d'argent sur son compte bancaire ou en tout cas pouvoir justifier d'un revenu suffisant de ses parents ou de caution pour pouvoir obtenir ça au niveau de la préfecture. Donc une autorisation à pouvoir déjà rentrer sur le territoire, à travailler. Donc, il y a plusieurs filtres et la difficulté, elle ne fait que s'accentuer et donc ça crée une inégalité de tous les jeunes face à l'ouverture du savoir, à l'ouverture, à l'accès aux universités pour apprendre et pour s'instruire. Donc, c'est une question absolument fondamentale d'ouverture des savoirs et des connaissances et des universités à tout un chacun. Ce n'est pas vrai dans la réalité. C'est que de la théorie. Alors on va écouter Rouda, qui est un slammer. Et il est avec Néobled, Lior, et on entend également dans cet enregistrement la voix de Jacques Prévert. Et on écoute La main du maître, tirée de l'album de Rouda, The French Guy. Voilà, on écoute Rouda. Un petit homme avec des chiffres dans la tête. Un petit homme avec un drôle de regard derrière son lorgnon. Un petit homme qui ne connaît qu'une seule chanson, toujours la même. Bénéfice net. Une chanson avec des chiffres qui tournent en rond. Il n'entend pas la voix des hommes qui fabriquent. Il n'entend pas la voix des ouvriers. Il s'en fout des ouvriers. Un ouvrier, c'est comme un vieux pneu. Quand il y en a un qui crève, on n'entend même pas crever. C'est un cri sourd, le bruit des outils sur l'écrou. Un chant à l'unisson, une cour d'usine qui se tient debout. Messieurs, sciez les porte-drapeaux, rompez le garde à vous. Le salaire de la peur, c'est juste un garde-fou. C'est rien qu'un petit homme, un boutiquier, de la poussière. C'est juste un nom pour un coup de gomme sur un classeur Excel. Posons des clous sur la table pour l'ultime bras de fer. Y a des cailloux au fond du plat, soyons jeteurs de pierre. C'est le forçat qui se libère, c'est la révolte contre le père. C'est être prêt de ne plus se taire et de tout perdre. Je tresse des ponts, je pète les plombs ou je jette l'éponge. Mais je brise le moule et son modèle car ce n'était pas les bons. C'est l'invisible vendeur de roses, le corps social qui se nécrose. C'est le patron sur un trône en carton. Méfiez-vous de ceux que l'on traite comme des bêtes. Prenez garde, ils pourraient bien mordre la main du maître. Derrière les portes de l'usine, ça sent le soufre et la mitraille. Sens-tu le souffle de la rue, la clameur camarade? C'est rien qu'un petit homme avec des chiffres dans la tête. Avant de vivre le grand soir, mordons la main du maître. Offre-moi le gîte et le couvert, rassure-moi.
être un moi lorsque je désespère. Transmets, puisque tu as le pouvoir entre les mains. Que puis-je faire si ce n'est boire tes paroles en attendant le refrain? Étoffe ton discours, opère vite, évite de me laisser faire. Reprends vite goût à la liberté, c'est vrai que je pourrais m'y faire. J'ai tout gardé en tête, les caresses et les coups de laisse, les récompenses, les remontrances quand j'ai déçu maîtresse. Chacun dans sa niche et les pitbulls seront bien gardés. Je sais plus si tu me veux du bien ou si tu veux juste me domestiquer. Plus ça va, plus je te regarde d'un autre angle. Mes certitudes s'écroulent, j'hésite des fois à ramener le boomerang. Y'a forcément un soumis, y'a forcément un dominé. S'il y a des cases, alors dans laquelle m'as-tu placé? J'entends des voix et elles me crient, putain prospère. T'es l'obstacle à mon émancipation et aussi mon repère. J'imagine le pire, que le sang coule, il me faut un prêtre. Car aujourd'hui j'ai décidé de mordre la main du maître. Derrière les portes de l'usine, ça sent le soufre et la mitraille. Sens-tu le souffle de la rue, la clameur camarade? C'est rien qu'un petit homme avec des chiffres dans la tête. Avant de vivre le grand soir, mordons la main du maître. On a la rage au ventre, on a la bave aux lèvres. Aujourd'hui la puante misère monte comme la fièvre. Elle pullule purulente, elle suinte, elle esquinte. Le travail produit des corps meurtris qui s'éreintent. On reste là à la recherche d'une dernière étreinte. Les mains calleuses serrent les cols blancs, la lumière éteinte. Étrange étranglement et tant pis pour les conséquences. Les déjà morts n'ont pas d'ADN conséquent. C'est le chien dans la chienlit, des chiens dans un jeu de quilles. C'est l'espoir des opprimés, l'étoffe des guenilles. Que le maître tourne la tête et la bête lui sautera au cou. Ce ne sera que justice pour avoir subi tous ces coups. À genoux sans avoir combattu, aux abois abattus. La masse informe sans défense et sans fin des âmes nues. Un jour enfin saura sa force reconnaître. Ce jour-là on pourra mordre la main du maître. C'est rien qu'un petit homme avec des chiffres dans la tête. Avant de vivre le grand soir, mordons la main du maître. Il prend l'air des ouvriers, il leur prend l'air, le temps, la vie. Et quand il y en a un qui crache ses poumons dans l'atelier, ses poumons abîmés par le sable et les acides, il lui refuse une bouteille de lait. Qu'est-ce que ça peut lui foutre, une bouteille de lait? Il n'est pas laitier. Mais ceux qu'on a trop longtemps tondus en caniche, cela garde encore une mâchoire de loup pour mordre, pour se défendre, pour attaquer. Fréquence Paris Pluriel 106.3, c'est Lire du Dire, émission littéraire. Je suis avec Maï Traoré et je la reçois pour son livre « Je suis noire, mais je ne me plains pas, j'aurais pu être une femme ». Alors on évoquait c'était ton récit de vie. Et justement, dans les deuxième et troisième parties, ton récit prend un ton polémique, politique et critique. Voilà, alors évidemment, tu énonces une pensée sociale, politique, tu prends appui sur ton expérience. D'ailleurs, la troisième partie s'appelle « Dans les yeux des Blancs ». Et tu évoques le traitement dans les médias, l'image qu'on donne de l'Afrique. Alors, on parle pas des populations qui sont instruites et on ne parle surtout pas de la condition des femmes. On ne parle pas plus du patrimoine ni de la vie artistique, et le regard occidental ne révèle absolument pas le regard des peuples à la démocratie, l'aspiration des peuples à la démocratie. Donc, c'est une violence terrible dont ces propos sont chargés. Tu évoques tout ça et tu évoques évidemment la place de la femme
de la femme maghrébine, asiatique, africaine, et des clichés. Toutes les femmes, oui. Mais faut pas qu'on sectionne. Non, tu as raison. Faut pas qu'on sectionne et qu'on reste toutes unies. C'est ça. Face aux sororités. Mais il faut quand même avouer qu'elle porte un poids d'autant plus énorme qu'elles appartiennent à des sociétés patriarcales. Alors bon, nous, c'est un peu caché maintenant, mais je dis pas qu'il y a des progrès. Hein. Mais voilà, donc... C'est vrai, il n'y a pas si longtemps, c'était la même chose. Mais oui, pour parler de ce qu'on appelle couramment les minorités, les ethniques, donc africaines, maghrébines, asiatiques, ou indo ou autres. Mais effectivement, moi, j'ai plus une envie de parler de la femme. Ouais. La femme dans son intégralité, dans son intensité, dans sa passion, dans tout. Femme. Et celle qui donne la vie, celle qui enfante, celle qui éduque. Et donc là, c'est de la jeune fille, c'est de l'enfant, fille, c'est de la jeune fille, c'est de la maman, c'est de la grand-mère, voilà. Et entre nous, femmes, il y a une forme de sororité qui est transcontinentale, à mon sens, et qui donne du sens. Sur l'Afrique, et dans le chapitre dont on parlait sur... le racisme ou l'exemple même de la formule qui avait été employée par l'ancien président de la République pour dire que l'Afrique n'était pas assez rentrée dans l'histoire, eh bien c'était une forme qui ramenait à une uniformisation de l'homme noir et de l'Africain, alors que l'Afrique est plurielle, comme nous tous, et que le continent Afrique, ce n'est pas un seul pays et que ça ne se résume pas à cette phrase qui a été une phrase choquante. Oui. Moi, en tout cas, elle m'a choquée, elle m'a beaucoup choquée, et je pense qu'elle a choqué des millions d'Africains qui ne se sont pas trompés sur le sens profondément raciste de cette phrase qui a été prononcée en plus sur le continent. Voilà, donc c'est l'exemple même de ce qui n'est pas... je dis ça, je suis pas raciste. Vous savez, je suis pas raciste, mon meilleur copain est noir ou maghrébin. Donc voilà, ça l'est et ça donne une image qui dénigre, une image qui affaiblit, une image qui pose ici, comme ça, tout un continent, toute une catégorie de personnes à la couleur différente dans une étiquette, et on n'y touche plus, on n'y déroge plus, parce que, vous comprenez, ils n'ont pas assez d'intelligence, ils n'ont pas assez de cerveau, ils n'ont pas assez de réflexion pour pouvoir être à notre hauteur. Et il faut arrêter cela. Comment il faut arrêter cela ? Par l'éducation, par la base, en mettant un petit peu les choses d'équerre. S'il est vrai que l'histoire est racontée par les vainqueurs, par les gens, il est aussi vrai que ceux qui sont acteurs de leur propre histoire, c'est-à-dire le continent africain, dont, je le rappelle, la population est très jeune. Donc une jeunesse, avec une puissance, avec une énergie, avec une capacité, une avidité à s'emparer de son devenir, de son avenir. Cette jeunesse-là, elle va pouvoir maintenant repositionner le cadre. La traversée du continent, de la mer Méditerranée, qui a vu chavirer des navires d'esclaves, etc., c'était le passé. Il ne faut pas l'oublier. Il faut en tirer les leçons, mais il ne faut pas en rester sur ce versant-là en disant... Je suis issu d'un peuple qui a beaucoup souffert, je suis issu d'une colonisation, et donc je ne revois plus ma position et ma vie que par ce biais-là. Ça, c'est quelque chose de faussé. Moi, j'observe au niveau de mes élèves, j'observe au niveau de la jeunesse, puisque mon quotidien est véritablement rythmé par la vie des élèves et du public scolaire que j'accueille régulièrement dans mes établissements scolaires, une forme d'appropriation de mon lieu, de qui je suis et de ma position. C'est-à-dire que je décide de poser mes valises en Norvège, en Suède, en France, en Australie, en Afrique, eh bien, je vis avec ma réalité et avec la société dans laquelle j'ai décidé de faire corps et d'appartenir et d'avancer. Et on n'est plus en parallèle de la société. Donc, je pense
que dépasser les canevas, déboulonner dans les esprits les choses qui étaient jusqu'à présent figées, bloquées, disant « ils sont noirs, ils n'y arriveront pas », ils sont en fragilité, donnons-leur plus pour que... Non, demandons la même chose, permettons aux jeunes d'apprendre, d'avancer avec leur rythme, avec leurs compétences. Ça peut-être faciliter les choses plutôt que d'avoir une forme de loupe, de regard qui va être peut-être de la compassion. La compassion n'arrange pas. Il faut aider, mais aider en travaillant, en mettant les pieds à l'étrier et les mains dans le cambouis, comme on dit. C'est ça. Et toute jeune, tu écris « J'ai conscience d'être issue d'une société patriarcale. Je comprends vite comment les femmes sont bafouées, vieillesse, stérilité. Je ne veux pas de ce destin. » Et tu mets un pantalon à Bamako pour recentrer sur la vie des femmes africaines. Est-ce que tu penses que ces injonctions qui pèsent sur les filles, même nées en France, qui sont mises en place, qu'est-ce qui est mis en place en fait ici pour les inciter à sortir de cette condition, de ces conditions de sociétales quand même qui perdurent de société patriarcale? Et tu évoques le joug d'une invisibilité sociale et professionnelle, occultée par une mise en exergue de leur corps. Voilà, des femmes chosifiées. Et tous ces clichés, tu les évoques. Tu veux les mettre à jour? Tu penses qu'ils ne sont pas assez dévoilés? Moi, je vais les dénoncer. Je vais les dénoncer à plusieurs titres. D'abord, ce n'est pas à la femme de se cacher, de ne pas mettre ses formes, de ne pas mettre un pantalon, de ne pas mettre de la jupe, de ne pas mettre quelque chose qui montre ses courbes. Ouais. Elles sont splendides, elles sont belles, et qu'elles soient rondes, moins rondes, etc. Elle est ce qu'elle est. Et elle est bien avec cette tenue-là. Ce n'est pas à l'autre et aux autres de juger. C'est à elle et elle seule. Aux hommes. Aux autres, aux hommes comme aux femmes. Aux hommes comme aux femmes. Parce que je suis un peu critique aussi sur les femmes. Ouais. L'excision, c'est fait par les femmes. C'est de moins en moins vrai maintenant, puisque les femmes ont commencé à l'arrêter. Mais ce sont les femmes qui écartent les cuisses et qui font l'excision des jeunes filles africaines. Bien sûr, c'est sur la tradition. Bien évidemment que c'était dit sous l'aune de la tradition. Mais moi, lorsque j'étais en Afrique et quand j'y retourne régulièrement, je n'ai jamais vu un homme participer à ces pratiques-là. Donc, à un moment donné, c'est pour ça aussi que je dis, nous les femmes, il faut qu'on s'interroge pour quelles raisons est-ce qu'on perpétue ces traditions-là. C'est de la mutilation. Maintenant, ça change, mais moi, dans mon enfance, j'ai pu connaître ça. Donc, à partir de 7 ans, l'âge de raison, j'ai commencé à mettre des pantalons, j'ai commencé à faire du vélo, j'ai commencé à me comporter comme j'avais le sentiment de cette plénitude de liberté dans mon comportement. Non pas pour choquer, mais parce que c'était plus easy, c'était beaucoup plus facile pour moi. Et effectivement, lorsque je commençais à être adolescent, à avoir des formes, des courbes, on me regardait un peu de travers parce qu'un pantalon, ça, on voit tout de suite les deux jambes, on voit tout de suite votre forme et on préfère mettre un pagne ou mettre un petit boubou dessus pour cacher ça. Mais pourquoi ? Ce n'est pas à moi de me cacher et de ne pas laisser libre cours à mes mouvements parce que j'aurais, comme on dit, entre guillemets, suscité l'envie chez je ne sais qui. Mais ça, c'est un faux débat, c'est un faux problème. Une fois qu'on est passé sur l'habillement, il y a aussi certains comportements. Moi, j'ai appris, par exemple, certaines pratiques qui ne se pratiquent pas au Mali, que je n'ai pas vu au Mali, mais ailleurs sur le continent Afrique, qui s'appelle le repassage des seins. C'est-à-dire qu'on fait en sorte de vous mettre des pierres chaudes pour aplatir votre poitrine et éviter que votre poitrine trop saillante puisse attirer le regard des hommes. Mais mon Dieu, au secours! Au secours! Mais pourquoi, encore une fois, s'infliger ces choses-là? Et bien évidemment, cette pratique qui m'a été relatée par une amie africaine camerounaise, ce qu'elle me disait, c'est que c'était une pratique faite encore
part des grands-mères ou des arrière-grands-mères à l'arrière-cour de la maison en disant tu commences à avoir tes règles, tu vas avancer, il faut pas que les hommes te voient, etc., et que tu suscites leur envie. Mais stop, arrêtons ça. Mais je vous assure qu'il est temps d'en sortir. J'ai vraiment confiance à la jeune génération. Et j'ai confiance en ce nouveau et jeune siècle qui va engager avec lui, ce siècle-là nouveau, ses pratiques d'un autre temps et les mettre de côté. Gerasim Luca, le quart d'heure de culture métaphysique. Et cet extrait du recueil qui s'appelle Le chant de la carpe. Voilà. Allongé sur le vide, bien à plat sur la mort, idée tendue, la mort étendue au-dessus de la tête, la vie tenue de deux mains. Élever ensemble les idées sans atteindre la verticale et amener en même temps la vie devant le vide bien tendu. Marquer un certain temps d'arrêt et ramener idées et mort à leur position de départ. Ne pas détacher le vide du sol, garder idées et mort tendues. Angoisses écartées, la vie au-dessus de la tête. Fléchir le vide en avant en faisant une torsion à gauche pour amener les frissons vers la mort. Revenir à la position de départ. Conserver les angoisses tendues et rapprocher le plus possible la vie de la mort. Idées écartées, frissons légèrement dehors, la vie derrière les idées. Élever les angoisses tendues au-dessus de la tête. Marquer un léger temps d'arrêt et ramener la vie à son point de départ. Ne pas baisser les frissons, conserver le vide très en arrière. Mort écartée, vide en dedans, vie derrière les angoisses. Fléchir la mort vers la gauche, la redresser et sans arrêt la fléchir vers la droite. Éviter de tourner les frissons, conserver les idées tendues et la mort dehors. Coucher à plat sur la mort, la vie entre les idées. Détacher l'angoisse du sol en baissant la mort, en tirant les idées en arrière pour soulever les frissons. Marquer un arrêt court et revenir à la position de départ. Ne pas détacher la vie de l'angoisse. Garder le vide tendu. Debout, les angoisses jointes, vide tombant en souplesse de chaque côté de la mort. Sautiller en légèreté sur les frissons à la façon d'une balle qui rebondit. Laisser les angoisses souples, ne pas se raidir, toutes les idées décontractées. Vide et mort penchés en avant. Angoisse ramenée légèrement fléchie devant les idées. Respirer profondément dans le vide, en rejetant vide et mort en arrière. En même temps, ouvrir la mort de chaque côté des idées, vie et angoisse en avant. Marquer un temps d'arrêt, aspirer par le vide, expirer
en inspirant, inspirer en expirant. Fréquence Paris Pluriel 106.3, c'est Lire du Dire. Émission littéraire, je suis avec Maï Traoré qui est avec nous pour son livre paru chez Robert Laffont en 2021. Je suis noire mais je ne me plains pas, j'aurais pu être une femme. Alors on évoquait ton récit, au-delà du récit de ta vie. Tout ce qui sous-tend ton texte, c'est évidemment un engagement qui soit social, sociétal, politique. Et tu crois en l'exemplarité. Tu nous as dit que tu croyais en cette notion de montrer que c'est possible. C'est ça l'exemplarité. Est-ce que tu penses qu'on peut inciter ces jeunes femmes issues de cultures patriarcales à suivre ton exemple? Et au chapitre 24, d'ailleurs, tu dis une certaine idée de la femme africaine. Et à Paris, on te regarde comme une femme noire. Les représentations dans la pub, au cinéma, sont tout à fait révélatrices. Et on présente aussi dans l'athlétisme, mais on montre pas de médecins. On montre pas de femmes politiques, pas beaucoup. On montre pas beaucoup d'enseignantes. On les invite pas beaucoup, les femmes africaines. Voilà, tu évoques donc le titre d'ailleurs de ton épilogue, c'est Les ravages de l'autocensure. Voilà, et tu évoques ce poids encore des images, des archétypes. Et également, évidemment, du racisme. N'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur de mots. Non. Il faut nommer les choses. Nommons. Il faut nommer les choses. Voilà. Et il faut les dénoncer aussi, mais il faut les nommer. Lorsque vous avez en face de vous un raciste, il ne faut pas hésiter à le lui dire. Ce que vous venez de faire est raciste. Ce que vous venez de me dire est un propos raciste. Même si votre intention n'était pas d'être raciste ou de me blesser, vous m'avez heurté, vous m'avez blessé par vos mots, par votre façon de vous adresser à moi, par votre condescendance. Voilà. Alors moi, si vraiment je ne croyais pas à la valeur d'exemplarité, je crois qu'il faut que je change de métier. J'ai choisi le métier de la transmission, métier du savoir, parce que je crois profondément. J'ai des convictions très fortes. J'ai des convictions très fortes sur le fait que on ne va vers que ce qu'on connaît. Lorsque vous arrivez d'un endroit et que vous voulez monter une échelle, vous ne pouvez pas la monter si on ne vous dit pas où elle est, comment il faut faire. Donc il faut, à un moment donné, que nous formions des esprits à s'ouvrir, bien évidemment par les textes, par les livres, par la communication, par les échanges et bien sûr par les rencontres humaines. L'école fait ce qu'elle peut. L'école fait ce qu'elle peut. C'est une micro-société, elle est imparfaite. Elle arrive petit à petit à vous ouvrir des œillets. Et donc, chaque éducateur, chaque pédagogue, chaque personne qui travaille en son sein, et là, je parle de la gardienne de loge, du surveillant, des personnels dits administratifs, des enseignants, du chef d'établissement, bien évidemment, qui est le chef d'orchestre de ça, doivent contribuer à ouvrir ses yeux, à ouvrir le sphère, les horizons du possible. Mais dans ta 4e partie, tu évoques les discriminations, les brimades quotidiennes, et que tu dis également que la France prohibe des statistiques ethniques erronées. Est-ce que tu peux nous évoquer ces statistiques et les différences culturelles entre l'école et les familles, tout ce qui fait que y a un peu un plafond de verre, quoi. Et c'est quoi ces statistiques? Alors les statistiques ethniques sont interdites. Voilà. Donc on peut pas je suis, mais après au niveau des établissements scolaires, on voit en fin d'année, lorsqu'on fait le bilan, combien d'élèves passent en voie générale, en voie technologique, en voie professionnelle. On voit tout de suite. Et là, on se rend compte quand même par les noms de famille, les connotations, les noms à connotation africaine ou maghrébine ou autres, ou d'autres noms, plus gaulois, dirons-nous. Ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, l'orientation joue, les passages, et puis
Il suffit d'aller devant les sorties d'établissements scolaires. Hein. Lorsque vous habitez dans un quartier, je vous invite, mesdames, messieurs les auditeurs, à aller regarder un peu la sortie d'un lycée général, de centre de Paris, d'un lycée professionnel, etc. Donc, on est sur des profils sociologiques très différents. Justement, tu dis éduquer, transmettre est un altruisme. Et d'ailleurs, tu cites dans ton livre Simone Veil, les deux Simone, il me semble. Tu as écrit ce livre parce que tu voulais témoigner. Et qu'est-ce que tu penses qu'on puisse faire d'autre pour motiver cette prise de conscience, surtout chez les jeunes femmes grâce au vecteur de l'éducation ou pas d'ailleurs? Est-ce que tu penses que aujourd'hui on montre assez que c'est possible de réussir? Et d'ailleurs, est-ce que c'est possible sans se battre 2 fois plus que les autres? Il faut toujours se battre. Moi, je pense que lorsqu'on a des convictions, il faut toujours se battre et ne pas y renoncer malgré ce qu'on pourrait vous dire, vous n'y arriverez jamais. Moi, je me suis tellement entendue dire que je n'y arriverai pas, que je ne le serai pas. Que ce soit au Mali, quand j'y étais, que ce soit en France. Donc, ce n'est pas l'apanage seul de la France, de vous dire. Bah oui. Donc, c'est de part et d'autre de vous dire que vous n'y arriverez pas. Mais laissez les censeurs faire leur travail. Voilà, que grand bien leur fasse de vous dire ça. N'écoutez que votre petite voix intérieure qui vous dit comment vous habiller, comment vous comporter, comment aller de l'avant, comment bousculer vous-même vos a priori, comment sauter des haies, comment arriver à dépasser vos obstacles personnels et les obstacles de la société, parce que vous êtes née femme, parce que vous êtes dans un corps de femme, mais que vos idées vous dépassent et dépassent même ceux des hommes. Donc il n'y a pas de genre, il n'y a que des individus et des personnes qui sont habités par des choses, qui sont eux-mêmes dans un processus de se projeter, de s'aimer, de contribuer, de faire avancer aussi, de faire société, de faire sens avec ce qu'ils ont, avec les autres. Et donc, on n'est pas seul, on n'est pas en parallèle, on n'est pas coupé des autres. Il ne s'agit pas tant aussi de suivre que mon exemple à moi, parce que je pense que ce serait trop prétentieux de ma part, mais d'essayer au moins de se calquer sur la vie de celles et celles autres qui ont pu faire, par les livres, on les apprend, par l'écoute aussi, on voit les témoignages. Lorsque les émissions de radio comme celle-ci font témoigner des personnes ayant eu des parcours très différents, on peut s'en inspirer, on peut aussi dire, bon, finalement, je ne ferai pas les mêmes erreurs. Mais écoutez sa petite voix intérieure. Ne pas se laisser réduire. Ne pas se laisser réduire, ni enfermer, ni enferrer, ni se mettre des boulets. Essayez, bien entendu, d'aller au plus loin possible de ce qu'on a envie de faire. Même si on trébuche, on trébuchera plusieurs fois et puis on y avancera. Il faut le faire. Il y a un autre livre en préparation ou pas? Ah oui. Tiens. Un roman que je viens de terminer là cet été et que j'ai envoyé à ma maison d'édition Robert Laffont, et qui est un roman qui rend hommage au papa, au père en Afrique, parce que justement on dénonce beaucoup le patriarcat. Ouais. Mais on oublie tous ces papas, tous ces pères qui ont contribué à faire que les jeunes filles ou que les femmes puissent devenir celles qu'elles sont et celles qu'elles ont voulu devenir plus tard, parce qu'il y a eu un papa qui leur a dit « Mais ma fille, tu peux y arriver, tu peux y aller ». Même si les mamans ont encouragé beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de papas qui ont pu dire ça. Donc condamner le patriarcat, c'est un mot qu'on peut galvauder, qu'on peut dire, etc. C'est un peu systémique quand même. Voilà. Oui. Il y a des individus qui sortent de ce système. C'est juste ça. Et leur rendre hommage. C'est ça, mais le système, c'est nous.
Le système, c'est nous tous. Ouais. C'est nous tous. Et quand je disais tout à l'heure, on est femme, on n'est pas obligé de suivre ce que dit la tradition. Donc voilà. Et ce roman que je viens de terminer d'écrire rend hommage surtout à mon père, qui m'avait dit une phrase lorsque j'étais ado, pré-ado, qui est « Ton diplôme est ton premier mari ». Ah, très joli. Ton diplôme sera ton premier mari. Ton premier diplôme sera ton premier mari. Donc, ne fais en sorte d'avoir d'abord ça, ce diplôme-là. Et donc, ce qui me tient, moi, à cœur, fondamentalement, c'est l'instruction de la femme, de la jeune fille. Parce qu'on se rend compte qu'une jeune fille instruite donne une femme et une maman instruite qui va elle-même transmettre le flambeau, qui va elle-même dire, ou en tout cas ses enfants vont la voir en train de lire, en train d'aller travailler, en train de s'en sortir par elle-même. C'est ça l'exemple. Et donc c'est ça l'exemplarité surtout. Ce n'est pas que du vieux mot, c'est du concret. Et ce côté d'exemplarité concret d'une maman qui se lève tous les matins et d'une maman qui montre, même si elle n'a pas un travail régulier, mais qui montre à ses enfants qu'elle ne se laisse pas aller et qu'elle ne tend pas la main, comme moi j'ai pu le voir en Afrique, le matin pour le mari qui donne l'argent pour aller faire les courses et donc faire à manger. Ouais. Et donc, elle est assignée que dans cette fonction-là. Eh bien, elle est capable elle-même d'avoir son compte en banque parce qu'elle a un travail, et parce qu'elle a un salaire qui rentre, et que plus elle va s'ouvrir à l'instruction, eh bien, on va voir que petit à petit, les sociétés qui ouvrent cette vanne-là, cette porte-là, cette perspective-là à l'éducation des jeunes filles, eh bien, ce sera des sociétés qui avancent et qui feront en sorte que les enfants qui vont naître, qui vont être éduqués, eh bien, elles ne seront pas en train de s'interroger et de se dire je suis en moins, je suis en deçà de ce que me demande l'homme, et donc je n'ai qu'à exécuter ce qu'il me donne, sinon je n'obtiendrai pas cet argent pour aller faire à manger. Mais oui. Voyez ? Et donc tout se tient. Tout se lit. Et donc, c'est aussi, n'attendons pas, en fait. Non. Merci. Mesdemoiselles, mesdames, oui, les n'attendez femmes, pas. N'attendez pas. Autorisez-vous à prendre ce que vous avez envie de prendre et n'attendez pas qu'on vous le donne. Merci, Maï Traoré. Merci, Carole. Très heureuse de ce moment. Très heureuse. Merci beaucoup.